ديه ها d'accord normalement participant يدخلوا automatique. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous entend, docteur. Voilà. Il y a 43 participants. Aujourd'hui, on va essayer de voir une conférence, une vidéoconférence sur les occlusions intestinales. Donc, pour introduire, on dira que les occlusions intestinales est une urgence chirurgicale qui est incontournable. Elle représente une urgence chirurgicale, donc c'est une des étiologies de l'abdomen aigu. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, que faute d'une intervention chirurgicale dans la plupart du temps, s'il n'y a pas une intervention chirurgicale, le malade peut décéder. Donc voilà, une adresse mail, un lien Facebook si vous voulez, si vous désirez poser vos questions, etc. Vous voulez interagir. Alors, les objectifs pédagogiques, c'est tout d'abord essayer de définir, diagnostiquer tout d'abord le syndrome occlusif, connaître les conséquences physiopathologiques, parce qu'à travers ces conséquences physiopathologiques, on va essayer de déterminer quels sont les signes de gravité et aussi élaborer une prise en charge pour essayer de venir au bout de ces conséquences physiopathologiques, ainsi donc sauver le patient. Il ne faut pas oublier que ces conséquences physiopathologiques, donc ces conséquences, ces dernières qui entraînent le décès et le collapsus et le décès du malade. Ce n'est pas l'obstruction en elle-même qui va, qui va provoquer le décès. Donc, identifier les situations d'urgence, donc c'est surtout les situations de gravité. C'est une occlusion, on peut définir, on peut, c'est-à-dire scinder les occlusions intestinales en urgence, en super urgence, comme on a fait au cours de l'abdomen aigu, et on peut parler aussi d'une occlusion intestinale chez qui on peut entamer des mesures de réanimation, mettre une sonde gastrique, tenter un lavement évacuateur, etc. Donc il y a euh, deux situations où la prise en charge elle diffère. Donc connaître les principales étiologies et connaître seulement les principes thérapeutiques. Pour vous, on ne va pas détailler tout le traitement chirurgical pour chaque étiologie. Donc, planifier leur prise en charge médicale, chirurgicale et instrumentale. Donc, pour définition, c'est quoi l'occlusion? Donc, c'est une obstruction au passage du contenu intestinal, quelle que soit la cause. On va voir tout à l'heure quelles sont les différentes étiologies d'occlusion intestinale. Donc, toute occlusion doit être considérée comme une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est un abdomen aigu que s'il n'y a pas une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais, le patient peut succomber aux conséquences physiopathologiques qu'entraîne cette occlusion. Donc, elles sont un des motifs les plus fréquents d'hospitalisation en chirurgie digestive. Donc, l'occlusion est révélée par un syndrome occlusif. On a le carré de Mondor, j'espère que tout le monde connaît.
Donc, ce sont quatre signes clés du syndrome occlusif, à savoir, donc on a tout d'abord l'arrêt des matières et des gaz, ensuite on a les vomissements, ensuite on a le ballonnement abdominal, et on a aussi, donc on avait dit, et la douleur abdominale. Donc ça définit le carré de Mandor. Euh, donc la démarche diagnostique doit confirmer l'occlusion, préciser son mécanisme et son siège. Donc, on a vu la dernière fois, pour ceux qui ont assisté et vu la conférence sur l'abdomen aigu, on avait dit qu'on parle on suit un cheminement de la démarche diagnostique de TA, TAFAC, PD, à savoir terrain, etc. Terrain, antécédent, fréquence. Donc, elles sont souvent révélatrices d'une autre pathologie, une occlusion. Donc, généralement, une occlusion, c'est pas donc, il y a plusieurs étiologies qui sont à l'origine de cette occlusion intestinale. On peut avoir des étiologies intraluminales, extraluminales, volvulus, cancer du côlon, hernie inguinale, etc. Donc, en parlant de la physiopathologie, elle diffère selon le mécanisme. L'obstruction, strangulation ou fonctionnelle. Vous déduisez que tout de suite que la strangulation est le mécanisme physiopathologique le plus grave parce qu'il entraîne deux composantes, une composante vasculaire et une composante de l'obstruction intestinale. Donc, les occlusions fonctionnelles elles surviennent sur un terrain qui est particulier généralement. Donc, le siège, grêle au côlon, donc diffère aussi la physiopathologie. Donc les occlusions sur obstruction grélique entraînent un hyperpéristaltisme réactionnel de lutte. Elles sont suivies d'une distension de l'intestin. Cette distension elle est d'abord secondaire à l'accumulation de gaz. Ensuite, il y a une hypersécrétion de liquide digestif qui peut aller jusqu'à 6 litres par jour, qui sont responsables d'un troisième secteur qu'on appelle donc responsable d'une déshydratation, etc. Donc l'augmentation de la pression endoluminale due à cette distension importante de l'intestin, elle va diminuer le retour veineux, d'où une souffrance vasculaire et une ischémie digestive. Les occlusions coliques, donc le péristaltisme réactionnel est moins fréquent. La distension colique est également secondaire à l'accumulation de gaz. Le grêle n'est pas distendu, sauf si la valvule de Bowen est incontinente. Et si la valvule de Bowen est continente, le sécom va subir toute la pression et toute l'accumulation de gaz et de liquide, ce qui euh, peut provoquer une perforation diastatique du sécom. Donc on aura un double problème, l'obstruction colique d'un côté et la perforation diastatique d'un autre. Et je vous rappelle que s'il y a une perforation diastatique d'un sécom, il y a tout de suite un écoulement de matière fécale à l'intérieur de la cavité péritonéale, ce qui va donner une péritonite stercorale qui est très mortelle. La strangulation comme deuxième mécanisme physiopathologique, là vous comprenez que on rajoute les complications physiopathologiques de l'obstruction associées à certaines complications de la strangulation. Quand on dit strangulation, ça veut dire qu'il y a une souffrance vasculaire, ça veut dire qu'il y a il y a la vascularisation de l'anse qui est mise en jeu. Donc, donc c'est les mêmes conséquences physiopathologiques décrites dans les obstructions. La strangulation provoque des lésions vasculaires. Donc, on aura un blocage du retour veineux. Et ce blocage du retour veineux va entraîner une extravasation du sang à l'intérieur de la lumière intestinale. Ce qui explique que chez certains patients chez qui on fait un toucher rectal au cours de l'occlusion intestinale, on trouve de la rectorragie, on trouve du sang, on trouve du méléna. Ce qui explique, c'est un signe de gravité, ce qui explique qu'il y a une composante vasculaire, il y a une strangulation associée à cette occlusion. Donc l'ischémie artérielle entraîne un fractus de la paroi en moins de 8 heures. Ça veut dire que la paroi n'est plus viable et elle va entraîner le sphaciel et la nécrose de la partie intestinale. Donc la nécrose va ensuite entraîner, en plus de ses propres complications, les toxines qui vont pénétrer dans la circulation sanguine. Donc l'anse nécrosée, sphacelée, va entraîner une perforation digestive. Et si la perforation elle est distale,
au niveau de l'ilion, au niveau du côlon. Donc, on est face à une péritonite stercorale qui est très mortelle. Donc, les désordres métaboliques qui suivent cette occlusion intestinale, on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez, parce que je fais toujours référence à certaines pathologies qu'on voit et on fait la comparaison. Donc, les désordres métaboliques, on a parlé d'une alcalose au cours de donc on a parlé d'une alcalose au cours de la sténose du pilar. Pourquoi? Parce qu'il y a une déperdition d'ions H+ et de chlore. Donc, si euh, l'occlusion est haute et qu'il n'y a pas une participation du suc intestinal, etc., on risque de trouver une alcalose. Et s'il y a une participation de, 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 de suc pancréatique et de suc intestinal, on risque de trouver, qui est le plus souvent qui est alcalin, donc cette déperdition va entraîner une acidose, à l'inverse au cours de la sténose du pylore. Donc, le troisième secteur est responsable d'une déshydratation importante. Donc, ce troisième secteur, il est responsable à la fois d'une déperdition à l'intérieur de la lumière intestinale, une déperdition à l'extérieur de la lumière intestinale, ce qu'on va trouver un épanchement péritonéal réactionnel au niveau de la cavité péritonéale. Et le troisième secteur aussi, c'est retrouver du liquide, une infiltration liquidienne à l'intérieur même de la paroi intestinale, ce qui va provoquer cet œdème intestinal. Donc, une anse euh, qui est en occlusion, donc il y a une souffrance, il y a un œdème à l'intérieur de l'anse elle-même. Donc ça, c'est une partie du liquide qui est perdue. La deuxième partie, c'est une partie du liquide qui est à l'intérieur de l'anse intestinale. Une partie donc qui est responsable de cette distension intestinale. Et la troisième partie, c'est ce liquide qui est en extravasation à l'intérieur de la cavité péritonéale qui est en épanchement libre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Très bien. Donc on poursuit. Je vous laisserai l'occasion de poser des questions à la fin. Donc, en résumé, c'est des distensions intestinales, troubles de la microcirculation, altération des secteurs hydriques de l'organisme. Alors, ça, c'est très important. Donc, quand on parle d'occlusion intestinale mécanique, il y a deux grands principes, il y a deux grands mécanismes. On va essayer de voir le mécanisme le moins compliqué, qui est l'obstruction, sans qu'il y ait une participation vasculaire. Donc, on peut voir des obstructions intraluminales. Ça veut dire que c'est une obstruction à l'intérieur de la lumière intestinale. On peut trouver des bézoars. Bézoar, donc c'est un corps étranger qui peut être formé de fibres végétales, comme les bézoars, comme quand on mange des figues barbaries, etc., ou des figues barbaries, quand on prend aussi des aliments à base de fibres végétales non digérables, ça peut donner des bézoars. On a aussi le phytobézoar, donc à base de fibres végétales. Il y en a aussi le trichobézoar. C'est une composante psychiatrique, là où c'est des patients qui mangent leurs cheveux. Donc, ces cheveux-là, comme ils sont indigérables, donc ils vont former une boule et cette boule est piégée au niveau de l'estomac ou au niveau d'une anse digestive, ce qui va provoquer une obstruction à l'intérieur du tube digestif. On peut avoir un ileus biliaire. Donc, l'ileus biliaire, c'est une cholécystite, donc une inflammation de la vésicule biliaire qui va donner une fistule entre la vésicule biliaire et le duodénum. Ce calcul va migrer de la vésicule biliaire vers le duodénum, vers le tube digestif. Il va augmenter de volume. Il va être le plus souvent bloqué au niveau de la dernière anse iléale, ce qui va provoquer aussi une occlusion intestinale sur ileus biliaire, ce qu'on appelle un ileus biliaire. Quand quand le calcul quand le calcul de la vésicule biliaire fistulisée dans le duodénum part vers le sens inverse, c'est-à-dire il remonte vers le pylore, on appelle ça le syndrome de Bouvray.
Donc, on peut aussi trouver des corps étrangers par rapport à le syndrome de Pica, où c'est des personnes qui sont en souffrance psychologique, ça veut dire qu'ils sont une psychose ou un trouble bipolaire ou un trouble du comportement alimentaire.